Donc je vous propose de démarrer nos travaux en signalant que nous sommes, et nous essaierons maintenant d'ailleurs pour toutes les réunions que nous pourrons tenir en présentiel, mais il faut tenir des réunions en présentiel, d'être enregistrés et filmés, ce qui permet comme ça que l'ensemble des débats soit restitué et en même que ce vous soit envoyé et que vous puissiez ensuite, alors la mairie du 6e directement de façon, je dirais, formelle, mais également que vous-même, vous puissiez informer vos proches, vos amis, vos relations, ceux et celles qui sont en relation avec vous et que vous souhaitez informer de vos travaux et du travail du Conseil du 6e arrondissement. Même si, comme nous tenons le Conseil dans des conditions que vous connaissez, on va essayer quand même d'être relativement rapide, tout en permettant bien sûr à chacun d'entre nous de s'exprimer. Et je voulais également signaler que j'avais souhaité que ce Conseil se déroule toujours en formule de public, c'est-à-dire, et je remercie ceux et celles qui ont souhaité braver non pas le couvre-feu, mais en tout cas les consignes sanitaires pour néanmoins assister à ce conseil d'arrondissement. On se sentira moins seul. Néanmoins, j'excuse 3 élus qui ont donné pouvoir. Alors, Madame Comprégnac, conseillère de Paris, qui est cas contact à l'Assemblée nationale et donc qui a souhaité effectivement, en quelque sorte, respecter les règles et qui m'a donné pouvoir. Monsieur Passelec, qui avait un rendez-vous aussi médical prévu à l'avance et qui a donné pouvoir à Madame Chantal Lambert-Buras, et Madame Berthomier, qui, elle, avait une obligation professionnelle et qui a donné pouvoir à Monsieur Paul Maria. Je vous propose, mes chers collègues, également de voter la désignation du secrétaire de séance, et en l'absence de Madame Berthomier qui assumait cette fonction lors des précédentes séances, je vous propose de voter la désignation de Monsieur Maria, Paul Maria, qui sera assisté comme secrétaire auxiliaire par Monsieur Christophe Riwal, directeur général des services. Avant que je vous parle de l'ordre du jour définitif, je voulais vous signaler qu'en vertu de l'article 19 du règlement du Conseil du 6e arrondissement, dans sa version actuelle, c'est-à-dire celle qui a été votée le 3 juillet 2014, je vais introduire en urgence un vœu que nous examinerons, bien sûr, après les 2 vœux qui ont été inscrits à l'ordre du jour du Conseil. C'est un vœu, je vous le ferai distribuer tout à l'heure, qui a trait à la réouverture éventuelle des librairies. Donc c'est un sujet qui a fait l'objet d'un certain nombre d'interventions au cours des derniers jours, donc qui ne vous étonnera pas. Alors, nous avons un ordre du jour définitif qui comprenait 13 points en intégrant les 2 vœux qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Il y a une délibération qui a été retirée cet après-midi, c'est la délibération d'ASCO 137 qui a trait à l'autorisation d'occupation des cours d'école, mais c'est parce que, bien évidemment, cette opération qui est intéressante et pour laquelle, d'ailleurs, nous avons déjà suggéré éventuellement l'ouverture de la cour du groupe scolaire Littré, et on proposera également pour qu'il y ait un équilibre géographique sans doute à l'école Jardinet également, si c'est possible, d'ouvrir sa cour quand ce sera possible. Cette délibération a été retirée pour les raisons évidentes que vous connaissez, et ça permettra peut-être, si ça permet que ces opérations soient faites au printemps prochain, ce sera une bonne chose. Donc 13 points moins 1, c'est-à-dire ça fait 12, plus le vœu donc, que nous évoquerons tout à l'heure, on revient à 13. Pour ceux qui aiment les mathématiques. Alors, je vous propose, il n'y a pas de vote global d'approbation puisqu'on va passer toutes les délibérations qui ne posent aucun problème, qu'on va pouvoir, je pense, tous approuver. Sur l'urgence, formellement, je suis obligé de vous faire voter l'urgence pour l'introduction d'un vœu. Donc, sur l'urgence, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour tel qu'il est,
qui vous est proposé. Alors, nous avons l'extrait des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du mardi 22 septembre 2020, qui a fait l'objet aussi d'un enregistrement, si je ne me trompe, qui était un enregistrement. Alors, est-ce que cet enregistrement, parce qu'il faut toujours tout vérifier dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que cet enregistrement vous a été transmis, notamment à M. Comet ? L'enregistrement, je l'ai trouvé sur le site. Oui. Vous l'avez trouvé sur le site. Il est donc sur le site. Il est consultable sur le site. Parfait. Et est-ce que, alors là, je me permets de poser une question. Est-ce que on peut, consultable sur le site, est-ce qu'on peut le récupérer techniquement et éventuellement l'envoyer? C'est possible, ça? Oui, mais il va falloir voir sur la taille du fichier et vos capacités de messagerie respectives. Donc on va tester. Je vous l'enverrai demain et on verra si vous recevrez. Alors, vous enverrez demain celui du 22 septembre, puisque Monsieur Rudy va mettre un certain temps. Lui, il faut qu'il retravaille. Demain matin. Bon, après, on peut envoyer demain matin celui du 22 septembre et demain après-midi celui de ce soir. D'accord ? On fait comme ça. C'est très bien. Donc, je vous propose de voter l'extrait des délibérations. Sur ces bases, on est d'accord ? Je vous remercie. Oui, Madame Kiss. D'habitude, avant, on avait les comptes rendus écrits des conseils d'arrondissement, parce que c'est plus facilement exploitable pour les citoyens d'avoir un compte rendu écrit. Je voulais savoir, est-ce que ça pourrait rester aussi parallèlement aux compte rendu enregistrements écrit, si vous voulez, c'est considérable. Si vous voulez retranscrire la totalité, c'est un travail considérable. Nous n'avons pas de sténotypiste. C'est pour ça qu'on fait un compte rendu oral, pour avoir un compte rendu intégral. Après, on peut avoir un compte rendu écrit. Moi, je signe un procès verbal avec notamment les votes, les délibérations qui sont votées. Ça, on le fait. Mais en revanche, le compte rendu intégral de nos dialogues, le dialogue que nous avons, par exemple, tous les deux actuellement, il est enregistré. Vous l'aurez dans le compte rendu audio. En revanche, le retranscrire dans un compte rendu manuscrit, ça, il faut avoir des sténotypistes. Et ça, nous n'avons pas de sténotypistes. Vous comprenez ? Sinon, c'est un travail absolument considérable d'écriture, de relecture, et ça nous prend un temps. Et puis c'est un peu contradictoire maintenant avec la dématérialisation, même si j'essaie de faire en sorte que, vous voyez, nous ne soyons pas totalement dématérialisés. Je me demande si certains conseils d'arrondissement, je ne sais pas ce soir, mais c'est pas choquant dans les grands arrondissements qui auront peut-être lieu en audiovisuel. Ce qui est quand même très, très réducteur. Mais on est, c'est vrai, par ces temps un peu difficiles, contraints à des... Et ça ne serait pas possible d'envisager de faire comme c'était autrefois, parce que les comptes rendus de tous les conseils d'arrondissement de 2019, 2018, 2017... Mais on a arrêté il y a longtemps, on a arrêté il y a au moins 2 ou 3 ans. On a arrêté ces comptes rendus écrits in extenso il y a 2 ou 3 ans. On n'a pas arrêté depuis l'élection. Ça avait été arrêté depuis longtemps. Mais là, justement, je pense que le système de l'audio, ça vous permet de vous réentendre, de transmettre en plus à l'ensemble de celles qui vous suivent le compte-rendu, et peut-être, après vous, de mettre un petit texte mettant en lumière les points saillants sur lesquels vous avez voulu intervenir, sur lesquels vous avez voulu obtenir des réponses, ou ceux sur lesquels vous n'en avez pas obtenu. Après, sur les SICA, par exemple, on verra si on peut faire un SICA en présentiel. Là, il y a un petit compte-rendu. Il y a un petit compte-rendu de 2 ou 3 pages, mais qui est plus léger, qui est moins formel que... Parce que le problème, c'est que quand on me demandait des comptes-rendus écrits, ça n'allait jamais. Vous avez toujours quelqu'un qui vous disait « j'ai pas exprimé ça ». Donc, c'était un travail sans fin, qui n'est pas celui qui est fait au cordeau par le Conseil de Paris, mais avec des moyens, bien sûr, beaucoup plus considérables, où là, vous êtes enregistré, vous retrouvez totalement votre texte, et à la virgule près, vous avez vraiment tout ce que vous avez prononcé. Je vous propose peut-être d'entamer nos travaux par l'élection d'un 5e adjoint, en l'occurrence d'une 5e adjointe, et nous avons 2 délibérations qui ont trait à cette affaire importante, qui consiste, si vous voulez,
à constater le fait que nous pouvons élire dans le Conseil du 6e arrondissement un 5e adjoint. Puisque vous savez qu'en application des dispositions L2511-25 et L2511-25-1 du Code général des collectivités territoriales, le nombre d'adjoints ne peut excéder 30% du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans être inférieur à 4. Donc c'est comme ça que nous avons, dans un premier temps, élu 4 adjoints au maire. La limite de 30% peut être dépassée pour la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs conseils de quartier, dans la limite de 10% de l'effectif global du conseil. Donc 10% appliqué à 13, ça fait 1,3. Rapporté à l'entier au nombre inférieur, ça nous fait donc un 5e adjoint qui peut être élu et qui a principalement, effectivement, la charge des 6 conseils de quartier, c'est-à-dire, alors je le signale, c'est pas un adjoint chargé de contrôler absolument tout ce qui se passe dans les conseils de quartier. C'est pas un commissaire politique chargé des conseils de quartier, c'est un adjoint qui est là pour travailler avec les présidents des conseils de quartier, avec les membres des conseils, pour veiller à ce que il fonctionne, je dirais, correctement, ils aient les moyens, que la coordinatrice des conseils de quartier, qui est toujours Stéphanie Puy-Gérinet, puisse suivre les conseils, qui laissera à la disposition, effectivement, des membres de ces conseils qui vont être désignés, qui sont jusqu'à la fin de la semaine, qui peuvent poser leur candidature jusqu'à la fin de la semaine. Le tirage au sort ayant lieu, si je me rappelle bien, le mardi 17 dans 15 jours, dans 2 semaines, mardi en 15, et la commission étant composée de M. Comet et de M. Pastelec pour veiller au bon déroulement de ce tirage. Et puis ensuite, nous aurons effectivement, et là je me concerterai avec un certain nombre d'entre vous, à déterminer un certain nombre, notamment les associations qui siégeront dans chacun de ces conseils de quartier conformément au règlement, la totalité des collèges étant ensuite soumis au vote du conseil d'arrondissement. Et je vous proposerai, mes chers collègues, que nous essayons de passer ces collèges, peut-être pas la totalité, mais au moins une partie. Si on arrive à passer la totalité, tant mieux. Le mardi 30 novembre, date de notre prochain conseil d'arrondissement. Voilà. Donc je vous propose donc d'élire un 5e adjoint chargé des conseils de quartier. Donc si vous êtes d'accord formellement d'adopter cette délibération, il n'y a pas de problème. Je vous en remercie. Et maintenant, nous passons formellement à l'élection de ce 5e adjoint. Je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article que j'ai cité tout à l'heure, les adjoints au maire d'arrondissement sont désignés parmi les membres du conseil d'arrondissement de nationalité française. Ça, c'est une disposition. Effectivement, nous avions par exemple un élu qui avait la double nationalité dans notre précédent conseil, qui n'aurait pas pu, en vertu de ces dispositions, être élu comme adjoint. Les élus du conseil d'arrondissement, c'est bien spécifié, c'est une certaine restriction d'ailleurs, qui sera peut-être un jour en quelque sorte amendée. Les élus du conseil d'arrondissement qui ne sont pas français mais citoyens d'un autre pays membre de l'Union européenne ne peuvent être adjoints au maire d'arrondissement, puisque vous savez qu'on peut élire comme conseiller d'arrondissement des citoyens européens. Le vote a lieu au scrutin secret de type majoritaire, uninominal. Les délégations sectorielles qui sont accordées aux adjoints au maire d'arrondissement sont de la seule compétence du maire d'arrondissement et non d'un conseiller d'arrondissement. Ça, on rappelle le droit. Et je voulais, alors, au titre de l'élection de 5e adjoint, je voulais appeler les candidatures. Donc, qui est candidat? Pour ma part, au titre de la majorité municipale, je propose la candidature de Madame Florence Devara, qui me confirme qu'elle est bien candidate. Oui, tout à fait. Et y a-t-il d'autres candidats ou d'autres candidates? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote et nous allons vous donner deux bulletins. Un bulletin sur lequel est porté le nom de Madame Devara et un bulletin blanc. Oui, le 1er décembre. Oui, alors, pardonnez-moi, on fait rectifier à juste titre.
le prochain conseil d'arrondissement, alors si, aura lieu normalement le lundi 30 novembre. On repasse au lundi, a priori. Je vous remercie. Donc, Madame Florence de Varax est élue 5e adjoint au maire du 6e arrondissement chargé des conseils de quartier. Voulez-vous dire quelques mots, chers collègues? Oui, merci. Merci, cher monsieur le maire. Merci, chers collègues. Je vous remercie beaucoup pour ce vote à travers lequel vous me faites confiance. Et je tiens à vous dire que pour moi, les conseils de quartier sont très importants. C'est vraiment un lieu de contact, d'échange, de proximité avec les habitants. Et donc, voilà, je ferai en sorte que les conseils fonctionnent le mieux possible dans l'arrondissement. Merci beaucoup. Est-ce que Madame de Varax conserve son portefeuille, entre guillemets, sur les personnes âgées, notamment? Formellement, vous savez qu'il y a eu une remarque de la Cour de la Chambre régionale des comptes il y a 2 ans. Formellement, elle est élue au titre des conseils de quartier. Mais je lui demanderai néanmoins, compte tenu du nombre réduit de conseillers, de continuer à suivre ces problèmes. Et formellement, si vous voulez, elle est élue au titre des conseils de quartier. Bon, je ne pense pas que la Chambre régionale des comptes nous enverrait immédiatement la Légion étrangère pour me destituer et la destituer, mais néanmoins, nous sommes prudents. Elle est inscrite, elle était élue au titre des conseils du quartier. Et Chantal Lambert-Burins, par exemple, dans les mandatures précédentes, était adjointe chargée de la petite enfance et des conseils de quartier. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres conseils d'arrondissement, mais c'était pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes. Dans un rapport, il y a environ 18 mois.
Bien, mes chers collègues, je vous propose de poursuivre nos travaux et je vais donner la parole à 2 reprises à notre collègue Ariel Bocan pour rapporter sur 2 délibérations qui ont trait à des établissements scolaires. La première d'entre elles concerne les lycées municipaux et notamment le lycée Maximilien Vox, qui va bientôt quitter le giron de la mairie de Paris pour rejoindre celui de la région Île-de-France. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc ici de voter une subvention de 48 413 € pour le soutien de projets éducatifs dans les lycées municipaux. Ces actions sont à l'initiative des équipes pédagogiques et éducatives de l'établissement. En 2018-2019, 12 lycées ont proposé 70 projets. En 2019-2020, 50 projets ont été conduits à leur terme malgré la crise sanitaire. La dotation de base forfaitaire est de 5 587 € par établissement. En ce qui nous concerne, le lycée Maximilien Vox aura une dotation de 6 691 € pour l'année 2020-2021, après la redistribution de reliquats non consommés en 2019-2020. Ce sera alors au proviseur de sélectionner les projets de ses équipes pédagogiques en tenant compte de cette dotation, évidemment, et en choisissant les projets ayant pour axe prioritaire la promotion du vivre ensemble, l'éducation à l'égalité et à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les activités artistiques, pratiques sportives, développement durable. Vous avez tout ça sur les exposés des motifs. Je vous remercie donc de soutenir ces futurs projets en votant favorablement cette subvention de 48 413 €. Je vous remercie. Dont 6 691 pour le lycée Maximilien Vox. Oui. On est bien d'accord? Bien. Donc, on est d'accord? Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je redonne la parole à Madame Bocan. Je vais essayer sans masque, je pense que ce sera plus simple. Cette fois, on nous demande de voter des dotations complémentaires de fonctionnement qui n'avaient pas été identifiées lors du vote de septembre 2019, ou bien alors de verser des subventions pour l'équipement et les travaux dans les établissements. Il s'agit d'une dotation complémentaire de fonctionnement au titre des dépenses liées à la crise sanitaire pour un montant de 38 460 €, mais aucun ne concerne les établissements du 6e arrondissement. Une dotation de 117 964 € pour des dépenses exceptionnelles de fluides ou de maintenance. Et là, nous sommes concernés avec le lycée Jacques Prévert à hauteur... Le collège, pardon, merci. Jacques Prévert à hauteur de 3 300 € pour la maintenance de ses extincteurs. 20 000 € sont aussi dédiés à l'achat de vidéoprojecteurs dans 2 collèges du 9e et 18e arrondissement. 720 163 € vont permettre au collège de financer des équipements facilitant le travail des adjoints techniques. Alors, il s'agit d'achat d'aspirateurs dorsaux, de chariots de lavage, etc. Et là, le collège Prévert est concerné à hauteur de 19 969 €. Enfin, 245 566 € sont dédiés à des travaux urgents ou ne présentant pas de technicité particulière. Et là encore, aucun établissement du 6e arrondissement n'est concerné par cette attribution. Je vous remercie donc de voter favorablement cette délibération qui concerne le 6e arrondissement pour un montant de 23 269 € sur un total de 1 142 153 €. Oui, mais chaque établissement a ses spécificités, donc il n'y a pas de règle de proportionnalité dans cette délibération. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous poursuivons nos travaux et pour la DAE 166 qui concerne une subvention globale de 42 000 € à 14 associations dans le domaine du design, la mode et les métiers d'art, je donne la parole à la première adjointe. Merci Monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. Face aux conséquences
la conséquence qui ont lourdement pénalisé les entreprises dont les opportunités commerciales ont été réduites de façon drastique. Et je veux parler donc du Covid qui a pénalisé ces entreprises et va les pénaliser encore. Les associations de professionnels font un travail énorme pour essayer de pallier les conséquences lourdes de ces entreprises. C'est pourquoi, n'ayant plus d'occasion de rencontrer un public d'amateurs et de consommateurs, il a été jugé utile et pertinent de les aider avec un complément de subvention qui leur est attribué. Donc, je ne vais pas lister toutes les 14 projets, je vous renvoie aux délibérations. Je vais simplement peut-être m'arrêter à celle qui concerne le 6e arrondissement, non pas parce qu'elle y est située, mais parce que c'est l'association Paris-Potier, qui est une association qui date de 95, qui a déjà de nombreuses années, qui a l'occasion de promouvoir les métiers de la céramique dans toute leur diversité, au bénéfice d'un large public d'amateurs. En 1920, les Journées de la céramique ont célébré leurs 23 ans sur la place Saint-Sulpice. 2020, tu as dit 2020 Ah pardon, 1920, décidément. Donc en 2020, les Journées de la céramique ont célébré leurs 23 ans sur la place Saint-Sulpice, qui avait lieu entre le 1er et 4 octobre, c'est-à-dire pas aux dates auxquelles ils se regroupent régulièrement, c'est-à-dire au début juillet, mais là, cette fois-ci, pour toujours raison de Covid. Donc, c'est une centaine de céramistes français et étrangers qui ont proposé leur création à un public important. Et pour soutenir cette opération qui contribue à promouvoir les savoir-faire et la créativité des métiers d'art parisiens, on propose de renouveler l'aide financière apportée à cette association et en lui attribuant un complément de subvention de 5 000 € au titre de l'exercice 2020. Voilà, donc je vous propose, je pense que c'est un vote complet d'autoriser la maire de Paris à cette convention globale de 48 000 €. Voilà, mes chers collègues et monsieur le maire. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce dossier? Non. Vous avez remarqué, mes chers collègues, que malheureusement le foire Saint-Sulpice a dû être interrompu, mais que la manifestation dédiée aux livres et celle à la céramique ont pu avoir lieu avant, malheureusement, que les mesures, on était à l'époque dans un premier train de mesures, bloc. Moi, je l'ai beaucoup regretté parce que ça a notamment totalement altéré la tenue des deux manifestations culturelles importantes que sont le marché de la poésie, qui venait, il faut dire, après la foire aux antiquaires, qui, elle, a un but lucratif évident, mais qui sert à financer les autres manifestations culturelles. Moi, je pense que ça aurait pu avoir lieu. Il y avait un filtrage, il y avait un certain nombre de consignes qui auraient pu être durcies éventuellement. Malheureusement, les mesures et je dirais les lois sanitaires qui nous en servent ont fait que cette manifestation n'a pas pu se dérouler dans sa globalité. Alors l'opératrice, puisque c'est une opératrice qui a eu pendant 3 ans le soin d'organiser la foire Saint-Sulpice, reviendra normalement au mois de juin. J'espère qu'au mois de juin, on sera au moins dans une période un peu plus clémente. Voilà. Donc je vous propose de voter cette subvention globale dans laquelle est inséré effectivement ce complément de subvention pour Paris-Potier. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors maintenant, je vais rapporter rapidement sur une subvention complémentaire de 3 000 €. C'est au titre des crédits Bloch, 10 Bloch, pour le comité des fêtes et d'action sociale du 6e arrondissement, que vous connaissez bien, et l'exposé des motifs rappelle effectivement rapidement ce qui a été fait en 2019, ce qui a pu être fait en 2020. En 2019, d'ailleurs, les expositions sont passées un peu à travers les gouttes, si je puis dire, du Covid. Là, malheureusement, si la biennale a pu avoir lieu, elle a été stoppée juste
dans ces dernières heures, et les œuvres d'ailleurs ne sont pas encore retirées du Salon du Vieux Colombier ni de la galerie de la salle des fêtes, mais nous allons malheureusement être obligés d'annuler les 2 expositions qui étaient prévues au mois de décembre, c'est-à-dire une exposition de photographie qui devait avoir lieu dans la galerie du Luxembourg et une exposition de Nicolas Panoyatov, qui est d'ailleurs cité dans la délibération et qui devait intervenir du 18 au 7 décembre. Et la suite, on verra si la suite a lieu. Voilà, donc c'est au titre de ces activités culturelles que le comité des fêtes, qui a également une action sociale, bien évidemment, que nous vous proposons d'attribuer une subvention de 3 000 € qui s'ajoutera à la subvention de 4 500 € qu'il a déjà reçue. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, mes chers collègues? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'hommage à Adrienne Monnier, ce qui est une très bonne chose. Ça avait été souhaité d'ailleurs par le conseil de quartier Odéon. Ça avait dû être reporté puisqu'il y avait une difficulté avec l'immeuble. Plusieurs d'entre vous s'étaient intéressés à cet hommage. Et je donne la parole à Claude Ribes qui va rapporter sur cet hommage. C'est bien le point 9 de l'ordre du jour. Oui, mes chers collègues, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qui était Adrienne Monnier. Pour résumer, c'est une figure de la vie culturelle du quartier, spécialement dans l'entre-deux-guerres, mais c'est aussi une figure culturelle tout court. Elle est principalement connue pour avoir ouvert une librairie très originale en 1915, qui était à la fois une librairie et une bibliothèque. Et elle s'était associée avec une Américaine, Sylvia Beach, qui est connue pour avoir fondé au même endroit dans la rue de l'Odéon, enfin en tout cas pour avoir transféré dans la rue de l'Odéon la librairie qu'elle avait fondée, qui existe encore, qui est Shakespeare and Company. Et Adrienne Monnier est notamment connue pour avoir été la première à publier en langue française le célèbre roman de James Joyce, Ulysse. Donc il est proposé d'apposer une plaque commémorative à l'endroit, cette rue de l'Odéon, où se tenait sa librairie, où elle a fondé sa librairie en 1915. La plaque portera l'inscription suivante, qui résume mieux que je ne l'ai fait la vie d'Adrienne Monnier. Adrienne Monnier, 1892-1955, a fondé ici en 1915 la Maison des Amis des Livres, librairie et bibliothèque de prêt. Elle y accueillit Apollinaire, les surréalistes Gilles, Claudel, Colette et Violette Leduc. Elle a édité la première traduction en français d'Ulysse de James Joyce. Je vous propose, mes chers collègues, de voter favorablement. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je crois que c'est une très bonne chose, en tout cas, que cette plaque dédiée à Adrienne Monnier, et je remercie Claude Ribes qui a été le plus synthétique possible compte tenu des conditions dans lesquelles ce conseil se passe. Mais effectivement, c'est une période très riche, et vous avez vu d'ailleurs que dans l'exposé des motifs, on rappelle que on avait même appelé la rue de l'Odéon l'Odéonie. C'était l'Odéonie en allusion justement à cette fusion et à la présence de nombreuses librairies et à la fusion qui s'était opérée à travers ces deux personnes autour de la littérature française et de la littérature anglaise. Donc, et d'ailleurs aujourd'hui, quand vous promenez rue de l'Odéon, vous apercevez que même s'il y a quelques bars, dont certains très anciens, vous avez également de nombreuses librairies et maisons d'édition qui restent présentes, et c'est une très bonne chose. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc cet hommage est adopté à l'unanimité, mais ne me demandez pas quand la plaque sera posée. Enfin, elle sera peut-être posée. Il faudra ensuite, bien sûr, qu'il y ait une inauguration, si on peut la faire dans les formes
souhaité. Donc la DASCO 137 a été retirée. Nous passons maintenant aux vœux présentés par Madame Antoinette Kiss. Je vous donne bien volontiers la parole. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, ce vœu concerne l'association SOS Paris, qui présente en ce moment des difficultés et qui est liée depuis son origine au 6e arrondissement, qui a été domicilié ici, d'abord rue Saint-André-des-Arts, ensuite rue de Vaugirard, et qui s'est investi en particulier dans certains enjeux du patrimoine de l'arrondissement. Je citerai le marché Saint-Germain, qui était menacé à un moment donné de laisser place à un ensemble immobilier, et donc qui a pu rester ce qu'on connaît actuellement. Donc je voudrais vous demander pour cette association qui est reconnue d'intérêt général et qui rencontre actuellement des difficultés financières du fait notamment de la perte d'une subvention FONJEP, donc Fonds Jeunesse Éducation Populaire. Donc je voudrais vous demander pour cette association, d'une part en tant que mairie d'arrondissement, d'étudier la possibilité d'hébergement de cette association et d'autre part de demander à la ville de Paris l'octroi d'une subvention exceptionnelle pour lui permettre de faire face aux difficultés qu'elle rencontre actuellement. Merci ma chère collègue. Oui, je souhaitais, je vous propose de voter sur votre vœu. Qui d'ailleurs, alors formellement, vous adressez à deux entités. Vous adressez au Conseil du 6e arrondissement et puis vous adressez à la mairie de Paris. C'est vrai que formellement, il faudrait d'ailleurs que vous le repreniez, d'ailleurs que vous le fassiez reprendre par votre groupe au Conseil de Paris, notamment pour la subvention, puisque seule la mairie de Paris peut effectivement faire voter une subvention. Mais bon, je pense qu'on peut le voter. Alors, héberger, on va regarder si on peut les aider. Moi, j'ai eu des relations pas en permanente, mais j'ai eu des relations au cours des dernières années avec les responsables des SOS Paris, qui, vous l'avez rappelé, a été effectivement longtemps hébergé au 103 rue de Vaugirard. C'était un peu son adresse historique. D'ailleurs, si je me rappelle bien, dans des locaux qui maintenant sont peut-être communs, sont des locaux, c'est d'ailleurs des locaux des anciens ateliers d'artistes, si je me rappelle bien, le 103. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs. Alors, ils ont maintenant une difficulté à se maintenir. On va voir ce qu'on peut faire pour eux. Ils peuvent déjà d'ailleurs s'inscrire à la maison des associations du quartier latin, s'ils veulent, pour avoir déjà un minimum. C'est une adhésion assez facile. On s'inscrit sur Internet. Les inscriptions continuent pendant la période de confinement. Ça leur permettra d'avoir une adresse postale, même à la limite temporaire, quitte dans l'attente peut-être d'être redomicilié chez quelqu'un, puisqu'on peut très bien domicilier une association chez soi à partir du moment où on est propriétaire, effectivement, ou qu'on a un accord avec le propriétaire si on loue effectivement un local ou un local d'habitation, un local de nature diverse. Donc on verra, ils peuvent déjà faire ça, et puis après on verra si on peut éventuellement leur permettre, moi je rien contre, si un jour ils veulent tenir une réunion, ça on en reparlera, j'ai pas du tout d'opposition à ça. Et puis pour la subvention exceptionnelle, effectivement, il faut s'adresser à la mairie de Paris pour voir si SOS Paris peut d'ailleurs, de façon exceptionnelle ou de façon annuelle, recevoir une subvention au titre de son action de préservation du cadre de vie, d'intervention sur les domaines urbanistiques. C'est tout à fait possible. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter ce vœu. Si vous avez, mais bien sûr, si vous avez des demandes de prise de parole, je vous laisse bien volontiers. Madame Hervieux. Merci, monsieur le maire. Oui, j'avais une demande. Évidemment, si Madame Kiss et le Conseil l'acceptent, ce serait éventuellement de voter ce vœu en deux temps, puisqu'il est composé de deux sollicitations différentes, à savoir la question de la domiciliation d'une part et la question de la subvention exceptionnelle d'autre part. Est-ce qu'il est possible de faire deux votes sur chacune de ces demandes, ou est-ce qu'on est obligé de voter le vœu entièrement? Formellement, on est obligé de le voter entièrement, mais vous avez raison, on se rejoint, et comme je l'ai dit, il y a vous ouvrez deux voies.
hein, vous ouvrez de voir. Donc on le vote comme ça, mais bien évidemment, il faut que vous repreniez ensuite, vous fassiez reprendre par des conseillers de Paris du groupe écologiste ou que ce soit un vœu de l'exécutif, je ne sais pas, auquel pourrait se rallier un certain nombre de, peut-être, cette demande de subvention fera peut-être l'objet d'un vote à l'unanimité au Conseil de Paris, mais en tout cas, il faut le reprendre. Là, je vous propose de le voter tel qu'il est, puisqu'il a été présenté formellement et je n'ai pas voulu le retoucher. Mes chers collègues, nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Le vœu est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au vœu qui a été présenté par Madame Hervieux relatif à l'immeuble du 69 rue de Sèvres et qui a fait l'objet d'un dialogue entre nous. Donc je vous propose de le présenter. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Oui, ce vœu nous tient particulièrement à cœur, chers collègues. Nous faisons face tout simplement à une situation proche de l'absurde, et je pèse mes mots. C'est celui d'un immeuble situé au 69 rue de Sèvres, face au Bon Marché, dont la situation est certainement connue des plus anciens d'entre vous. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant ce dossier et les nombreux rebondissements qui y sont liés dans un arrondissement comme le nôtre, où le prix du logement est un des plus élevés de Paris. Cet immeuble est inhabité et inutilisé depuis près de 25 ans. Il représente environ 250 mètres carrés. Et voir cet immeuble laissé à l'abandon par sa propriétaire, qui par ailleurs semble être donc exilée pour raisons fiscales en Belgique et qui refuse toute possibilité de louer cet espace pour des personnes qui en auraient besoin et qui visiblement se satisfait de cette situation de laisser un immeuble vide en plein Paris. Est-il nécessaire, mes chers collègues, de rappeler le mal logement dont souffre un très grand nombre de Parisiens ? Doit-on revenir sur le fait que dans le 6e, il devient impossible de se loger pour des classes moyennes et que les familles disparaissent, ce qui nous amène à fermer par exemple des classes? Nous ne voulons pas devenir un arrondissement musée. Nous avons besoin de riverains, des riverains avec des histoires, des parcours et des comptes en banque, si j'ose dire, diversifiés. Donc cette situation est absolument inacceptable et je vous remercie vraiment, Monsieur le maire, et je remercie l'ensemble du conseil municipal de nous rejoindre sur ce vœu qui est finalement un moyen de relancer cette démarche qui a déjà été engagée par la ville de Paris grâce à monsieur Yann Brossat, adjoint sur les questions du logement, pour que cet immeuble soit réquisitionné et transformé pour le réhabiliter en logements sociaux. Nous sommes un des arrondissements les moins dotés en termes de parc social et cette situation nous conduit à empêcher toute forme de mixité. C'est quelque chose que nous regrettons fortement et je pense que c'est notre rôle en tant que conseil d'arrondissement d'alerter sur ce type de situation qui nous semble aujourd'hui une urgence étant donné la durée de ce dossier. Monsieur le maire, 25 ans, c'est vraiment trop, vous le savez, nous ne pouvons plus attendre aujourd'hui. Il nous faut une démarche proactive sur ce dossier au service de ceux qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se loger dans le 6e, mais qui devraient l'avoir parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils y étudient, et pour tout un tas de raisons qui font que cette chance ne doit pas être réservée simplement aux héritiers, car c'est visiblement ce vers quoi nous tendons aujourd'hui. Donc face au comportement de cette propriétaire qui est tout simplement irresponsable de mon point de vue, nous demandons à ce que, de concert donc avec l'accord du conseil municipal, à ce que cette démarche de réquisition du logement soit menée à son terme. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, je vous proposais effectivement au Conseil de voter ce vœu. Et d'ailleurs, nous avons effectivement, nous en avons dialogué. Alors, je partage en grande partie ce que vous avez dit. Le plus choquant dans cette affaire étant l'état d'abandon de ce petit immeuble qui aurait pu être réhabilité depuis longtemps. Et depuis lors, effectivement, en 25 ans, le prix du mètre carré a malheureusement évolué à la hausse, même s'il a évolué à la hausse sur tout Paris, et que maintenant même, on peut dire que dans un certain nombre de cas, on est un peu rejoint par d'autres arrondissements. Mais enfin, vous l'avez rappelé, ma chère collègue, c'est une affaire tout à fait pénible. Alors, je ne sais pas, si vous voulez, si on ira jusqu'à la réquisition, parce que la réquisition est très compliquée. Là, on est plutôt dans une démarche de négociation tendue entre la ville de Paris et la propriétaire, qui est d'ailleurs des exigences excessivement fortes, mais exigences financières. Je pense que, en tout cas, notre vœu est bienvenu, puisqu'il s'ajoute à des démarches qui ont déjà été entreprises par la mairie de Paris depuis des années, qui se sont heurtées à l'hermétisme, à la difficulté de contracter avec cette propriétaire, qui reste toujours la même, qui d'ailleurs navigue entre, si je puis dire, entre la France et la Belgique,
mais en tout cas qui fait preuve d'un très grand hermétisme. Si on peut aboutir, et on pourrait peut-être aboutir au cours de cette année 2021, en tout cas je pense que le terme peut être proche, je crois que ça serait une très bonne chose. Alors après, c'est 5 logements de 1 par niveau de 30 mètres carrés, hein, donc ça ne va pas régler le problème de logement, mais ça sera en tout cas un signe, un signal, et surtout un terme à une situation d'abandon manifeste. C'est d'ailleurs au titre de l'abandon manifeste qu'on pourrait éventuellement, si la négociation n'arrive pas, éventuellement peut-être arriver à la réquisition ou à l'expropriation de la propriétaire, l'abandon manifeste étant constaté. Mais comme les lois sont compliquées, jusqu'ici l'opération n'a pas pu être réalisée. Donc, mes chers collègues, si vous êtes d'accord, je vous propose de voter ce vœu. Ça permettrait effectivement qu'une affaire douloureuse soit réglée. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Ce vœu est adopté à l'unanimité. Alors, je vous propose de passer maintenant au vœu qui a été déposé, que je me suis permis de déposer en urgence. Je vous laisse le lire. Il a trait, si vous voulez, à la situation des librairies et des petits commerces à Paris. Les premiers considérants rappellent effectivement les décrets récents qui ont été pris au titre de l'urgence sanitaire, prescrivant des mesures générales nécessaires, rappelant l'inégalité de traitement qui existe entre les petites et les grandes surfaces. Et d'ailleurs, je voulais spécifier à cet égard que les supérettes, qui sont nombreuses dans le 6e arrondissement, ne sont pas, bien sûr, visées par cet amendement. Les supérettes qui sont en général ou des magasins établis depuis longtemps, même le Monoprix de la rue de Rennes n'est pas visé par cet amendement. La notion de grande surface, une notion beaucoup plus large, si vous voulez. Le Monoprix de la rue de Rennes a fonctionné au cours des... je prends cet exemple parce que c'est sans doute un des magasins à la superficie la plus importante. Néanmoins, il est possible aussi que peut-être que par souci de réponse, peut-être que le Monoprix de la rue de Rennes prendra la décision de ne plus pas vendre certains livres si effectivement la situation que nous connaissions de fermeture des librairies continuait. Alors, dans cette affaire, je le dis très clairement, je ne cherche pas à piéger, à piéger personne. Nous n'avons pas, en tant que mairie d'arrondissement, la capacité de signer un arrêté de réouverture. Je n'ai pas la capacité légale. Je pourrais en signer un, mais ça ne vaudrait rien. Ça serait même des commerces qui voudraient réouvrir ne pourraient pas le faire. Seule la mairie de Paris possède ce pouvoir. Et j'ai vu que la maire de Paris s'était d'ailleurs engagée fortement au cours des derniers jours dans le cadre d'une démarche concertée, conjointe avec d'autres maires. Très récemment, au titre de l'association France Urbaine avec le maire de Toulouse, pour essayer de faire réouvrir un certain nombre de choses. Je le dis d'ailleurs très franchement, il y a eu des déclarations ministérielles qui sont pas acceptables au cours des derniers jours. On a vu une ancienne ministre de la transition énergétique, aujourd'hui ministre du Travail, s'attaquer aux maires en disant qu'ils sont irresponsables. Il est clair qu'on est dans une partie de bras de fer. Mais si des maires n'avaient pas bougé, le gouvernement sans doute ne bougerait pas. Et il y a actuellement, mesdames et messieurs les conseillers, une inégalité de traitement flagrante entre des commerces de nature différente. Bon, je ne vais pas continuer à argumenter dans ce domaine. Vous entendez suffisamment sur les plateaux de télévision les différents éléments qui sont donnés, où on essaie de continuer à vivre en respectant les gestes barrières, en ayant des distanciations, en portant des masques. Et d'ailleurs, je vais peut-être remettre le mien maintenant parce que j'ai trop longtemps parlé sans masque. Et on essaie de vivre avec ce virus, ou alors on a des mesures beaucoup plus sévères, et dans ce cas-là, on repart dans le confinement le plus total. Peut-être d'ailleurs qu'il faut, mais faire du stop and go comme on fait actuellement, autoriser certains commerces à ouvrir et ne pas permettre à d'autres de le faire, alors qu'on sait que les cœurs de ville sont
particulièrement frappé depuis plusieurs années, et d'ailleurs, même dans le 6e arrondissement, qui a une densité commerciale considérable, vous voyez un certain nombre de commerces qui ont fermé au cours des derniers mois. Il est évident que d'autres fermeront s'il n'y a pas une réaction rapide des pouvoirs publics. C'est donc dans cet esprit, dans un esprit tout à fait consensuel, mais en même temps tout à fait pratique, que je voulais déposer ce vœu et vous proposer, bien évidemment, de le voter. Et je vous donne bien volontiers la parole si vous souhaitez intervenir sur ce vœu. Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Je pense que nous partageons tous ici votre inquiétude vis-à-vis des petits commerces et surtout vis-à-vis des librairies, vu surtout le rôle particulier du 6e et l'importance de ce type de commerce dans la vie culturelle et dans la vie tout court du 6e. Donc nous sommes effectivement très attachés à cette idée. Prendre un arrêté, vous savez que c'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement dans la légalité, puisque c'est un arrêté qui évidemment sera cassé s'il était pris. Ceci dit, vous avez aussi raison de dire que si rien n'avait été fait, personne n'aurait mis en avant ce point-là. Donc nous sommes tout à fait prêts, je pense, à supporter ce vœu avec deux petites, disons, une interrogation sur est-ce que prendre un arrêté est vraiment la meilleure formulation pour attirer l'attention, puisque ce que nous souhaitons, c'est quand même attirer l'attention, donner à la maire de Paris encore plus de force, surtout venant d'un arrondissement qui, encore une fois, est important sur le plan des librairies et est aussi important sur le plan politique. Je pense donc que pouvoir voter un vœu comme ça serait un support à la maire de Paris. Je me demande si on ne peut pas trouver une meilleure formulation que prendre un arrêté, qui est quand même quelque chose qui nous met un petit peu en marge de la légalité. Le deuxième point est un point de détail, mais dans les considérants, la pétition lancée par le critique littéraire François Bunel, pourquoi le mettons lui en avant plutôt que d'autres? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont demandé à ce que les librairies puissent être ouvertes. Il y a notamment l'ensemble des sénateurs républicains qui ont aussi demandé. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre en avant cette pétition. Merci mon cher collègue. Alors, moi je pense qu'on pourrait peut-être faire une modification, effectivement, considérant les nombreuses... Je suis assez d'accord. Alors, j'osais pas mettre les sénateurs LR, parce que là, je me serais dit quand même que vous avez peut-être du mal à le voter, mais on pourrait mettre les nombreuses pétitions émises pour la réouverture des librairies. Comme ça vise... les nombreuses pétitions, dont alors après, il y a celle n'oubliez pas qu'on a aussi le syndicat national de l'édition qui est dans le 6e arrondissement. Mais c'est vrai que quand on commence à citer, donc on pourrait utiliser cette formule-là, considérant les nombreuses pétitions. Hein? Ça me paraît être une bonne chose. Pour le reste, pour votre deuxième argument, de toute façon, vous l'avez très bien dit. C'est une incitation. Moi, je ne suis pas maire de Paris. Hein, je le regrette d'ailleurs, mais j'ai pas été suivi. Donc, c'est effectivement après à la maire de Paris, dans le cadre des négociations qui sont les siennes, avec la force de la mairie de Paris, parce que quand la maire de Paris parle. Ça a quand même un certain poids, surtout compte tenu actuellement de la faiblesse des pouvoirs publics. Ça peut amener, si vous voulez, à ce que, peut-être d'ailleurs, que les négociations, parce que les jours passent vite, peut-être même que le temps que... si la maire de Paris dit « moi je suis prêt à prendre un arrêté de réouverture », même si effectivement
ensuite, cet arrêt de réouverture peut être éventuellement déféré par le préfet devant les tribunaux, mais peut-être que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, je dirais, attendra ou se posera quelques questions avant de déférer cet arrêté devant le tribunal. D'autant plus que les jours passant, on va peut-être arriver à une solution intermédiaire. Donc je pense que ça a un peu de force. Mais si vous voulez vous abstenir ou pas prendre part au vote, ça ne me choquerait pas non plus, hein. Monsieur Comet. Très bien, Monsieur le maire, je crois que nous allons voter ce vœu. Je vous en remercie, je crois que c'est une bonne chose. Ça fait partie des dossiers sur lesquels on peut avoir une unanimité, même si je reconnais que pour un maire, c'est difficile de prendre quelquefois des décisions. Un maire, il est officier d'état civil, il est garant de la sécurité, de la liberté, du bon fonctionnement des services publics dans sa commune. Il a l'habitude de travailler avec les services de l'État, mais à partir du moment où, vous savez qu'on nous a beaucoup vanté le couple maire-préfet, ce couple ne fonctionne plus correctement, eh bien, je crois qu'il est bon que le maire, un peu comme dans un couple ou dans un ménage, dise bah non, j'ai subi une certaine agression, une agression administrative en tout cas. Je marche plus, je me rebelle un peu, parce que je crois que c'est ce que nous faisons et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Même si nous avons, dans le 6e, une grande chance, c'est que nous avons beaucoup de commerces, de librairies, dont la propriété, c'est la ville qui en est propriétaire. Ça permettra quand même, si celles-ci subissent effectivement une période difficile, de peut-être de pouvoir la passer de façon un peu moins délicate que ceux qui ont à faire face à des échéances, à des loyers dus à des propriétaires privés. Mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Ce vœu est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Alors, au titre des affaires diverses, je voulais vous dire que nous nous retrouvons effectivement le lundi 30 novembre pour un prochain conseil d'arrondissement. Alors, je vous enverrai très rapidement, puisque nous en avions parlé à un certain nombre d'entre vous, le projet de prochain règlement du conseil d'arrondissement. C'est un projet qui nous a été transmis par le conseil de Paris, qui est d'ailleurs très bien, sur lequel j'ai fait je vous propose quelques modifications. Nous avions parlé de réunir une commission d'examen, mais compte tenu des conditions un peu particulières dans lesquelles nous nous trouvons, je vous propose de réagir et de suggérer éventuellement, si vous avez vous-même des modifications, vous les suggériez. Et après, on verra. Dans ce cas-là, on fera peut-être un rendez-vous téléphonique, on se verra éventuellement, et puis ensuite, on verra si on trouve un terrain d'accord. Après, si on ne trouve pas de terrain d'accord, à mon avis, ça sera sur des points tout à fait limités en nombre, forcément, eh bien, on votera. Hein. Donc, on essaie de faire comme ça pour le passer quand même au prochain conseil. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'ensuite, nous avons la date des 6 mois qui nous oblige. Nous avons 6 mois pour adopter notre règlement du conseil d'arrondissement. 6 mois à partir du début du mois de juillet, ça nous emmène jusqu'au début du mois de janvier. Et là, nous ne sommes pas sûrs d'avoir un conseil d'arrondissement qui se déroule dans les 6 mois. Donc, je pense que par mesure de sécurité, il faut mieux le passer au prochain conseil. Voilà. Et ça m'apparaît en plus parfaitement logique. Et puis on essaie de voir si on peut avoir un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement qui se tiendrait le lundi 23 novembre avec comme guest star monsieur Jacques Baudrier, qui est le maire adjoint chargé justement des nouvelles procédures. Ça me paraît tout à fait intéressant. Moi, ça serait d'ailleurs le premier SICA qui tiendrait, mais entre-temps, la crise sanitaire ayant redoublé, nous nous trouvons devant une difficulté. Moi, je ferai tout pour le maintenir
au moins le maintenir, là encore, trouver une formule qui pourrait être une formule mi-présentielle, mi-audiovisuelle. Et moi, je vous incite, si vous voulez y participer, à le faire, d'autant plus que ça nous permettra de connaître la façon dont la ville veut travailler au cours des prochaines années dans l'espace public, en essayant de faire en sorte que les concessionnaires publics, Enedis, CPCU, etc., concentrent sur des périodes raccourcies leurs travaux et que nous profitions également de ces périodes pour, en distinguant par exemple 2 zones dans le 6e arrondissement, la partie nord et la partie sud, que nous essayons d'y intégrer un certain nombre d'opérations de voirie, qui seraient également déterminées en liaison avec le conseil d'arrondissement et sur lequel ensuite les conseils de quartier pourraient éventuellement travailler, apporter leur pierre à l'édifice. Voilà un peu ce que je vous propose. Et puis après, on essaiera, si les conditions sanitaires s'améliorent, faire un comité vélo comme vous me l'avez proposé, ma chère collègue. Mais ça, il faut essayer de le faire en présentiel. Mais néanmoins, je souhaiterais que ce cas ait lieu pour que les travaux on ne prenne pas de retard. Mais on ne prend pas de retard. Et je voulais saluer d'ailleurs les services de la ville, les services de la voirie qui continuent à travailler, qui continuent à être présentes. Et beaucoup de choses continuent à avancer, même si certains de nos concitoyens ont tendance à penser que ce n'est pas le cas. Alors après, il y a des sujets un peu plus difficiles. Bon, il y a certains tronçons qui ont été aménagés, dont je ne citerai pas le nom, qui donnent lieu à beaucoup de commentaires différents, mais ça, après, on reverra tout ça. Voilà, mes chers collègues. Madame Hervieux. Oui, monsieur le maire, j'avais une petite question. J'ai appris que la ville de Paris avait pour ambition de rendre hommage à Samuel Paty, professeur lâchement assassiné pour avoir exercé son métier, à un lieu dans Paris. Et je souhaitais savoir à ce titre si vous, en tant que maire du 6e, ou éventuellement le conseil municipal, souhaitez éventuellement formuler une proposition dans ce sens pour qu'il puisse y avoir un lieu qui porte le nom de cet enseignant, éventuellement dans le 6e arrondissement, sachant que la décision ne nous reviendra peut-être finalement pas, mais je pense que ce serait intéressant qu'on puisse réfléchir collectivement à faire une proposition à la ville de Paris dans ce sens. Moi, c'est bien sûr la façon, cet acte abominable, cette agression inqualifiable contre ce professeur qui était un professeur d'histoire-géographie. C'est véritablement horrible. Moi, j'y suis d'autant plus sensible. C'était mes matières préférées au lycée Montaigne, donc je trouve ça vraiment inqualifiable. Et moi, pourquoi pas? Après, le 6e, même si le 6e est très... Tout le monde veut que tout se passe dans le 6e arrondissement, ce qui, moi, ne me choque pas. Mais on ne peut pas tout concentrer non plus. Ça fait beaucoup de jaloux. Alors... Mais proposez, justement, comme vous avez cette idée, proposez-nous quelque chose. Pourquoi pas? On peut trouver est-ce que Samuel Paty, qui a été plutôt lyonnais, d'origine lyonnaise, qui a fait ses études, est-ce qu'on peut trouver un lien avec Paris, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Regardons ceci. Après, on ne peut pas tout demander non plus, parce qu'après, on fait beaucoup de jaloux. On travaille sur d'autres choses actuellement, comme vous le savez, avec vous, avec Claude, sur d'autres hommages. Mais on essaie de faire en sorte, effectivement, on a de belles places, on a de beaux quais. Si on peut, effectivement... lui rendre hommage et rendre à travers lui hommage à tous les professeurs qui s'occupent de nos enfants, je crois que ce serait une très bonne chose. Mes chers collègues, je vous propose peut-être de nous quitter en vous remerciant de votre présence. Madame Kiss, une dernière question? Oui, j'avais 2 questions. Une question concernait les mesures qui ont été prises pour favoriser le télétravail chez les agents de la mairie du 6e. Les agents de la mairie du 6e sont des agents de la mairie de Paris. Tous les personnels de la mairie du 6e sont des agents de la mairie de Paris. Donc ils bénéficient, comme les agents de la mairie de Paris actuellement, de la règle qui est de 3 jours possibles de télétravail, quand bien sûr leurs fonctions le permettent. Mais c'est le cas. Il y a eu un gros effort de fait et on continue à le faire. Après, il y a tous les agents de la mairie de Paris qui font du présentiel par définition. Et puis, il y a des agents aussi qui peuvent bénéficier des 3 jours de télétravail, mais qui veulent, pour des raisons
psychiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons parce qu'ils ont plaisir à travailler, qui souhaitent continuer et qui veulent faire essayer enfin, en quelque sorte, qui ne veulent pas bénéficier de ces 3 jours de télétravail et qui veulent faire plus de présentiel. Mais en tout cas, sachez qu'avec Monsieur Riwal, avec Madame Giguet, nous faisons en sorte d'avoir la situation la plus adaptée à nos personnels et nous faisons en sorte que, bien sûr, ceux-ci soient le plus à même de continuer à exercer leurs fonctions dans un contexte compliqué pour beaucoup d'entre eux et pour beaucoup d'entre nous. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le maire. Ma deuxième question concerne le tirage au sort pour les conseils de quartier. J'imagine que la parité est respectée. Il ne me semble pas l'avoir vu dans le règlement, mais dans le tirage au sort des 4. Ah non, là, attendez, la parité, elle ne peut pas intervenir dans un tirage au sort. Là, ça serait compliqué, si vous voulez. Tirage au sort, par définition, c'est tirage au sort. Vous voyez, c'est tirage au sort parmi des candidats et des candidates, mais vous aurez peut-être à l'arrivée plus de femmes que d'hommes, ou plus d'hommes que de femmes, mais on ne peut pas, si vous voulez, récuser. À partir du moment où il y a un tirage au sort, c'est pas possible d'intégrer ce type de critères. Enfin, on pourrait imaginer de tirer au sort 2 hommes et après 2 femmes. Enfin, je pense que ça pourrait quand même généralement, être imaginable. Mais bon. Au bout du compte, on arrive à peu près à ça, hein, de toute façon. Mais on peut pas. Il peut y avoir un conseil de quartier où il y a presque que des femmes, un autre que des hommes, et on va faire quoi? C'est pas normal. Alors on tire au sort 3 femmes de suite. On dit, non, finalement, c'est pas possible, quoi. Mais généralement, ça se fait. Bien. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de nous séparer en vous remerciant de votre présence. Madame Herville, une dernière question. Pardonnez-moi, juste une dernière remarque, pas vraiment une question, plus une recommandation, puisqu'on parle du contexte Covid. Il ne me semble pas avoir vu de communication de la mairie dans ce sens, et je pense qu'on est un arrondissement où nous avons beaucoup de personnes en situation de fragilité, des personnes âgées, des personnes isolées, et donc je fais une recommandation sur une communication de la mairie vis-à-vis des habitants du 6e pour rappeler que le CAS BP reste ouvert dans le 6e et que toutes les personnes en situation de vulnérabilité puissent contacter la mairie d'arrondissement le cas échéant. Et par ailleurs, la ville de Paris a communiqué un petit format que je pourrais également vous envoyer, que vous avez peut-être vu passer, dont on incite en fait les personnes à les afficher dans les halls d'immeubles, qui permettent justement de mettre en relation si jamais vous avez des personnes dans vos immeubles qui sont en situation de fragilité. Donc j'incite vraiment la mairie du 6e à envoyer une communication avec ce format, éventuellement en incitant les habitants du 6e arrondissement à s'en saisir pour que nos personnes âgées, les personnes vulnérables, isolées, se sentent moins seules dans cette période de confinement. Merci. Absolument. Alors, ce qui serait bien très bien, c'est que vous savez qu'il existe un fichier Chalex qui permet à la mairie de Paris de rappeler des personnes, etc. Mais malheureusement, l'adhésion, elle est volontaire. C'est-à-dire qu'on se heurte depuis des années, depuis presque quinzaine d'années, au fait que les personnes, vous avez des gens qui, quelquefois, que nous connaissons, qui sont vulnérables, mais qui ne veulent pas intégrer le fichier, et qui ne veulent pas. Et moi-même, vous-même, vous ne pouvez pas les intégrer sans leur consentement. Vous voyez, c'est une faiblesse du système. Il y a obligation d'intégrer ce fichier pour ensuite faire l'objet. Mais néanmoins, je suis en train de réfléchir à la possibilité d'écrire justement à tous nos auxiliaires de soins qui ont été exemplaires lors de la première phase de lutte contre le Covid, les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, en tout cas ceux qui continuent à exercer, parce que beaucoup malheureusement sont arrêtés, pour justement leur demander si ils connaissent dans leur entourage des personnes vulnérables. Alors après on verra, mais tant que Chalex fonctionne sur cette base-là, malheureusement on peut pas aller plus loin. Merci mes chers collègues, excellente soirée.